Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit podcast un petit peu particulier pour parler de la père aidance. La première fois qu'on m'a demandé d'intervenir en tant que père aidant, de faire une conférence, j'ai pas aimé ce mot-là. Je sais pas, je le trouve moche ce mot-là. Me demandez pas pourquoi, j'en sais trop rien. Et pour autant, effectivement, je me suis posé plein de questions. Me demander mais pourquoi, en tant que psychomotricien spécialisé dans les spécificités du traitement de l'information sensorielle, en tant que praticien et puis théoricien aussi, parce que je fais de plus en plus de recherches, j'ai lu énormément de livres, j'ai fait beaucoup de formations, et je développe aussi certains concepts pratiques, théoriques, cliniques, autour de l'accompagnement des personnes TSA ayant des spécificités du traitement de l'information sensorielle. Je me suis demandé vraiment pourquoi c'était important que j'intervienne en tant que père aidant et pas en tant que professionnel, tout simplement. Pourquoi là, mon étiquette de psychomotricien spécialisé était effacée. Et puis, j'en suis venu à une première conclusion. C'est qu'effectivement, on dit beaucoup que les personnes TSA n'ont pas d'empathie. Ça, c'est un grand débat qu'on peut avoir avec beaucoup de gens, TSA ou différents professionnels. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, déjà, quand on est père aidant, quand on est professionnel aussi, et spécialisé dans l'accompagnement des personnes TSA, on rencontre quand même énormément, et même beaucoup trop, de familles, de personnes qui sont incomprises totalement, qui sont jugées par les comportements de leur enfant, par leur comportement à elles, à qui on renvoie en permanence qu'elles sont incapables, qu'elles ne savent pas éduquer leurs enfants, ou que la personne TSA fait exprès, fait pas d'efforts, pourrait mieux faire, est trop sensible, est susceptible, et j'en passe et des meilleurs, parce que tout ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler des centaines et des centaines de fois. Et là, je me demande dans ces moments-là, en fait, qui fait preuve d'empathie. Et c'est vrai que lorsque les personnes viennent me voir, et que pour une des premières fois, et très malheureusement souvent pour la première fois, les personnes, les familles se sentent comprises dans les comportements de leur enfant ou d'eux-mêmes, qu'elles ne se sentent pas jugées, qu'elles ont des explications, des éléments de compréhension des différents fonctionnements, des différents comportements et des réponses aussi à apporter, je me rends compte à quel point en fait tous les autres professionnels qui sont intervenus dans ce cadre-là ont manqué d'empathie profondément, et même l'entourage manque beaucoup d'empathie pour une personne qui fonctionne différemment. Et du coup, le premier truc de la père aidance, ça a été aussi d'apporter ça, c'est-à-dire qu'en fait, même quand on est professionnel, parfois, en fait, on manque d'empathie parce qu'on va juger, interpréter d'une manière complètement différente, sans comprendre, sans réfléchir sur qu'est-ce qui a créé le comportement, qu'est-ce qui crée tel comportement, tel mode de pensée, telle réaction. Et on ne va pas s'interroger sur quel est le mode de fonctionnement spécifique de la personne TSA. Pourquoi elle va réagir comme ça. Et ça, pour moi, c'est manquer d'empathie. Parce qu'en fait, tout simplement, on va attribuer ce qu'on pense de juste, on va attribuer des choses qu'on voit à la personnalité de la personne, alors qu'au final, c'est juste une conséquence de spécificité. Typiquement, moi, je me souviens quand j'étais petit, on me disait que j'étais feignant, on me disait que je voulais pas lire, que je faisais pas d'efforts, que j'étais fatigable, que quand j'avais un intérêt, j'arrivais très bien à lire. Et donc, du coup, il fallait que je fasse des efforts pour lire. Mais en fait, personne savait à quel point c'était compliqué pour moi de pouvoir focaliser mon attention juste sur un mot, sur une phrase. Au milieu d'un livre, il y a tous les mots qui dansent les uns avec les autres, qui s'entrechoquent, les lettres qui se mélangent. Tout est
ce nombre d'informations-là, alors bien évidemment, que ça ne bouge pas, je sais très bien que ça ne bouge pas, je sais très bien que les lettres ne bougent pas les unes avec les autres, et j'ai pas de problème à différencier les différentes lettres. Par contre, j'ai un grand souci à pouvoir trier l'information. Et quand je vois une page avec des milliers de mots, avec des centaines de mots, mon cerveau traite toutes les infos. Et là, c'est un effort considérable de pouvoir me concentrer juste sur une lettre, une syllabe, un petit mot, une ligne. Et souvent, je suis obligé de lire plusieurs fois la même ligne parce qu'en fait, j'ai oublié l'info, mon regard traite d'autres mots, mon cerveau traite d'autres informations et ça devient extrêmement coûteux. Et je lis extrêmement lentement. Sauf bien évidemment lorsqu'il s'agit de livres sur l'autisme où là, j'avale le livre. Pourquoi ? Parce que ça me parle, c'est concret. Parce qu'aussi, je lis beaucoup de choses que, au final, je ressens déjà, je sais déjà, ça fait sens. Et donc, dans ces moments-là, effectivement, je peux avaler des livres. Pour autant, ça demande une concentration telle que je suis capable de fournir cette concentration que sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Parce que le reste, c'est coûteux, c'est difficile. Donc, je suis capable de fournir l'attention, mais à quel prix ? Voilà. Et ça, c'est un petit exemple, mais il y en a tellement d'autres au niveau sensoriel, il y a tellement de choses au niveau perceptif. Je suis désolé de vous dire ça, mais toutes les personnes neurotypiques qui ne vivent pas ça, ne perçoivent pas ça, jugent, interprètent d'une manière très différente, en ayant aussi pour simple porte d'entrée le comportement, en disant il a des problèmes d'attention, donc il faut l'obliger aussi, ou structurer, ou qu'il se repose. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, le problème d'attention, il est lié à un problème perceptif. Quand on parle de sentiment d'injustice, quand on dit, la personne autiste n'aime pas le sentiment d'injustice, voilà, et moi j'ai déjà entendu c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais sincèrement, en fait, bien évidemment qu'on sait pourquoi. Je suis désolé quand vous entendez toute la journée, toute votre vie, des choses qui sont fausses sur vous, en fait. Sur, tu pourrais faire tel effort, ou quand même, tu es susceptible, ou t'as pas fait ce que je t'ai demandé, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, ou tout simplement, travaille, et puis en fait, pendant qu'on travaille, il y a du bruit, il y a des lumières, il y a des gens qui s'agitent, on répète les mêmes questions plusieurs fois, on répète les mêmes consignes plusieurs fois. C'est comme si un neurotypique devait travailler, devait fournir tous ses efforts en boîte de nuit. Au bout d'un moment, ça rend dingue, déjà, ça énerve, ça irrite, ça entraîne une intolérance à la frustration, ça entraîne une intolérance, à la frustration, ça entraîne une anxiété de performance, une intolérance à l'échec, et puis, surtout, quand on nous dit « t'as pas fait d'effort » ou « t'as pas fait ça » ou « c'est pas fini », mais bien évidemment qu'on s'énerve. Bien évidemment qu'on trouve ça complètement injuste, que quand on nous dit « t'as pas fait d'efforts » alors qu'en fait on a fait 80 millions d'efforts qui sont juste invisibles, bien évidemment que ça rend dingue. Et bien évidemment que ça crée des troubles du comportement. Tout ça, on ne le voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Moi, ce qui me rend le plus dingue, c'est quand on m'attribue des pensées qui ne sont pas les miennes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des comportements qui sont liés à plein de perceptions différentes. Et puis, à un moment donné, en fait, je vais m'énerver ou dire les choses d'une manière qui font ressentir, d'un ressenti très émotionnel. Avec une idée claire dans ma tête, avec un schéma, avec toute une logique derrière. Mais quand les mots sortent, la personne, elle n'a pas la logique. La personne, elle n'a pas tout le cheminement perceptif de pensée, de réflexion derrière. Et souvent, et ça c'est quelque chose qui me coûte profondément dans mon quotidien, c'est qu'on me dit, t'as dit ça. Oui, j'ai dit ça, mais par contre, c'est pas du tout dans le sens que toi, tu l'interprètes. C'est pas du tout dans ce que tu es en train d'analyser et d'imaginer. J'ai dit ça avec un vrai cheminement de pensée. Et là, à ce moment-là, la personne va dire
Oui, mais non, c'est encore des excuses. Oui, mais voilà, tout revient toujours sur le même truc. T'as toujours raison. Tu veux toujours avoir raison. T'as jamais tort. Tu prends pas du recul sur ce que tu dis. Mais en fait, si, mais juste ce que j'ai dit, c'est lié à un cheminement de pensée qui était clair, mais que toi, t'as pas compris du tout. Et bah ça amène aussi au silence. Ça amène à l'absence de communication. Ça amène aussi à l'énervement. Ça peut amener parfois effectivement de l'agressivité, de l'auto ou de l'hétéro-agressivité. Et la base de tout ça, c'est la manière dont on va percevoir les choses. Parce que quand on ne perçoit pas les choses de la même manière, bah forcément le cheminement il est plus le même. Il faut savoir que la première chose qui se met en place dans le fonctionnement humain, c'est le système sensoriel. Au niveau de la pensée, au niveau cérébral. Lorsque l'embryon se développe, il y a le système sensoriel en premier qui se met en route. Et du système sensoriel naît chaque chose. Naît des compréhensions, naît un système de mémoire, la mémoire sensorielle. Et la mémoire sensorielle, c'est le premier mécanisme qui se met en route dans tout mécanisme d'apprentissage. Vous ne pouvez pas restituer quelque chose, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose sans mémoire sensorielle. S'il n'y a pas de mémoire sensorielle, vous n'avez rien. Vous avez un encéphalogramme plat. Vous ne pouvez pas retenir, vous ne pouvez pas rien. Parce qu'en fait, on est obligé d'apprendre par un canal, et le canal, c'est le canal sensoriel. Donc à partir du moment où vous avez une spécificité, où vous ne traitez pas l'information sensorielle de la même manière, tout est différent, tout est biaisé. Plus vous avez des capacités de compensation, plus vous arrivez vous-même à faire le pont, à créer de nouvelles connexions neurologiques pour réussir à rattraper les wagons. Pour autant, c'est complexe parce qu'en fait, on est dans deux mondes parallèles. Et ça, je l'avais mis dans une vidéo aussi, c'est que on est dans deux mondes parallèles tout en étant dans le même monde. Et le sentiment de solitude, il est énorme. Et c'est vrai que moi, en tant que père aidant, quand j'entends tout ça, je ne vais pas interpréter de mauvaise manière parce que je comprends à 200%. C'est-à-dire que je dis oui, et même je finis très souvent par raconter aux gens ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent, et toutes les difficultés auxquelles ils ont face. Et ils me disent, mais comment vous savez ça ? Tout simplement, parce que c'est du vécu, parce que c'est logique, en fait. Et c'est vrai que quand on a une compréhension de la manière dont on fonctionne, de la manière dont notre cerveau fonctionne, parce que c'est neurologique, et les spécificités du traitement de l'information sensorielle sont à la base vraiment d'un mode de fonctionnement différent. Et quand on comprend en fait ce que ça veut dire être hypersensible au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau thermoceptif, de la température, au niveau de la proprioception, au niveau du sens vestibulaire qui est celui de l'équilibre, quand on comprend tout ça, ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences que ça amène, forcément on se comprend mieux et ça fait du sens. Et on se sent moins seul. Parce que le propre d'une personne TSA, c'est de se sentir seul, vraiment seul. Parce qu'en plus, avec tout ce qu'on entend autour, croyez-moi, le sentiment de solitude, il est quasiment en permanence. Et en plus, on n'a pas les mêmes compréhensions des choses. Donc, quand on ne comprend pas les choses de la même manière, c'est difficile de se sentir inclus aussi, tout simplement. Donc, c'est vrai que au-delà d'une spécialité, au-delà d'un professionnel, on va dire que je peux avoir cet atout-là, de pas juger les gens, de comprendre spécifiquement de quoi ils parlent et quelles sont les conséquences qu'ils peuvent vivre et quels sont les sentiments qui peuvent découler de ça. Parce qu'effectivement, c'est parlant, ça me parle. Alors même si on a tous des histoires différentes, bien évidemment, mais le tronc commun est le même. Et c'est là où c'est hyper important pour moi, et c'est là où, au-delà de l'accompagnement des enfants autistes, des familles ou des personnes, j'ai une importance très particulière à transmettre. Parce que pour moi, c'est hyper important, c'est-à-dire que la transmission, le savoir, d'ailleurs, même les bouddhistes le disent, la transmission du savoir limite l'ignorance. Et l'ignorance, c'est un des pires poisons qui entraîne le rejet, qui entraîne l'incompréhension des autres, qui entraîne l'injustice, l'inégalité, etc. Et donc,
moi, chaque formation que je donne, chaque information que je donne, c'est avec mes tripes aussi et avec énormément d'éléments théoriques pour montrer que ce que je dis, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste comme ça. Ça a été prouvé scientifiquement, médicalement, neurologiquement. Et en même temps, je ressors aussi tout mon ressenti, toutes les conséquences que ça a dans le quotidien. Et toutes les personnes TSA que je bilante et toutes les personnes qui parlent, c'est des mines d'or. Parce qu'en fait, tous les ressentis qu'elles ont, au final, on peut dire que chaque personne est différente, oui, mais en fait, tous les TSA ressentent la même chose. Et croyez-moi, il y a des bilans, je pourrais faire du copier-coller. Parce qu'en fait, quand on a la même perception, on a les mêmes ressentis. Alors bien sûr qu'on le réagit d'une manière différente et qu'on le retranscrit d'une manière différente. Mais le ressenti, il est important. Et quand on fait des groupes de personnes TSA qui discutent entre elles de leur ressenti, mais il y a une espèce de soulagement énorme de « Ah, j'ai retrouvé des pairs. Enfin, je discute avec des gens qui ne vont pas me juger et qui comprennent ce que je dis parce qu'ils ressentent pareil. » Et ça veut dire tout simplement que c'est un mode de fonctionnement spécifique. Et moi, je me bats là-dessus. Et c'est pour ça que j'organise des formations. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens que être autiste, même être TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, avoir un trouble du neurodéveloppement, c'est avoir un mode de fonctionnement différent. Et arrêter de juger les comportements, essayer de comprendre d'où vient ce mode de fonctionnement. Parce qu'en comprenant ce mode de fonctionnement, on enlève bien des troubles. Parce qu'il y a beaucoup de troubles qui sont liés à des sentiments d'injustice, à des sentiments d'effort permanent qui ne servent plus à rien, qui épuisent, qui dépriment. Une personne TSA, même si elle est non-verbale, elle peut être en dépression. Mais parce qu'à force d'être incompris, c'est insupportable. Et vraiment, comprendre comment la personne perçoit les choses, c'est une porte d'entrée énorme. Parce qu'en plus, on résout plein de petits problèmes. Et c'est pour ça que je fais plein de formations autour de ça. Parce que pour moi, c'est simple. C'est magique, c'est du A plus B, c'est scientifique, c'est mathématique même. Vous avez une personne qui est hyper agitée, qui ne supporte pas le bruit, même si elle ne parle pas, essayez de faire en sorte qu'elle supporte mieux le bruit. Vous allez voir, vous allez diminuer ses troubles du comportement, c'est évident. Donc après, on peut faire plein de bilans. Et bien évidemment que les bilans doivent être étalonnés, ça doit être sérieux, c'est pas juste une observation comme ça. Mais et c'est là où, en tant que professionnel, j'ai eu besoin aussi de me former et d'être sûr de ce que je pouvais ressentir et ce que je pouvais dire pour pas dire n'importe quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des choses simples qui peuvent changer beaucoup de choses en termes de comportement. On ne résout pas tout, mais en tout cas, on permet à la personne de mieux vivre avec et d'être beaucoup mieux. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, faites des formations sur la sensorialité. Moi, je fais une formation les 11 et 12 juillet sur justement comprendre ce mode de fonctionnement, comprendre ce mode de fonctionnement perceptif de la personne TSA et surtout comment on peut agir dessus, quels outils on peut mettre en place, transformer en outils thérapeutiques, pourquoi et comment savoir pourquoi on met en place quelque chose. Ça, c'est hyper important. Souvent, on n'apprend pas ça, on apprend des méthodes, mais on ne sait pas sur quoi elles sont basées pour que ça marche, sur quoi elles sont basées pour que effectivement, ça réponde à ce besoin de la personne TSA. Donc voilà, moi c'est ça que je veux apporter vraiment dans toutes mes transmissions, même dans cette chaîne, c'est ce côté de, on comprend d'où ça vient, la perception, et puis une fois qu'on a compris la perception, on va mettre en place des outils pour faire en sorte qu'ils comprennent eux, ce qu'on attend vraiment d'eux, comment et pourquoi. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube, aussi à continuer à suivre des formations. Et puis, comme je vous disais, j'organise une formation les 11 et 12 juillet en distanciel. Cette formation, vous pouvez la suivre d'où vous êtes. Il y a un replay, même pour ceux qui ne peuvent pas la suivre en direct, il y aura un replay illimité où j'organiserai aussi pour ces personnes-là qui seront que en replay des sessions par petits groupes de 4-5 de 2 heures pour répondre à toutes vos questions et pour justement essayer de combler un petit peu l'absence qu'il y a eu dans ces 2 jours.
Donc voilà, cette formation elle va être faite avec des éléments théoriques, mais aussi pratiques, cliniques, et puis du vécu, avec toute mon expérience de formateur, de personnes ayant un gros mode de fonctionnement spécifique. Et, et pour répondre à vos questions et vous aider à mieux vivre avec ou à mieux accompagner les personnes TSA. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé et puis à très vite dans un nouveau podcast.